Les diagrammes fonctionnels. Il existe deux types de diagrammes. Les diagrammes de structure qui sont utilisés pour les spécifications techniques et les diagrammes de comportement qui sont plutôt utilisés dans les spécifications fonctionnelles. La frontière est parfois très mince entre les deux, puisque certains diagrammes de comportement peuvent également être utilisés pour définir une structure. C'est pourquoi c'est important de ne pas se limiter à l'un ou à l'autre. Donc, on va voir les diagrammes de comportement, package, cas d'utilisation, d'activité, de séquence et ce que ça peut apporter aux spécifications fonctionnelles. Alors, bien sûr, ici, c'est plus une immersion. Si vous voulez des cours complets sur les diagrammes UML, allez voir la partie des vidéos sur l'UML. Le diagramme de cas d'utilisation. Le premier diagramme donc, que l'on va voir, c'est le diagramme de cas d'utilisation. C'est le diagramme le plus utilisé lors de l'élaboration de spécifications fonctionnelles, car il permet de dresser une liste exhaustive et claire des fonctionnalités de l'application. Mais plus qu'une simple liste, les diagrammes de cas d'utilisation les plus complets vont également permettre de définir des dépendances entre les différentes fonctionnalités et ainsi de gérer les accès selon les utilisateurs. Diagramme de cas d'utilisation. Donc le diagramme de cas d'utilisation, c'est un diagramme qui permet de définir les fonctionnalités d'une application, leurs prérequis et les droits d'accès qui y sont liés. Le diagramme permet d'avoir une vision plus précise du périmètre du projet. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il va devoir être développé. À partir d'un diagramme de cas d'utilisation, il va être possible d'estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque fonctionnalité. Ainsi, on va voir le coût et la date de livraison du projet. Ce diagramme doit être exhaustif et validé par le client afin d'éviter tout litige pendant le développement. Toute fonctionnalité qui ne fait pas partie du diagramme de cas d'utilisation devra provoquer un nouveau calcul de la facturation et de la date de fin. Le diagramme de cas d'utilisation est plus qu'un listing de fonctionnalités. C'est un accord entre le client et l'équipe de développement sur le travail qui est à rendre. Il faut savoir qu'un diagramme de cas d'utilisation est composé de 3 éléments principaux: acteurs, cas d'utilisation et relations entre eux. Les acteurs, les entités externes qui interagissent avec l'application. Un acteur, ça représente une entité qui est externe à l'application et qui va être amenée à interagir avec elle. Donc, les principaux acteurs d'une application sont les utilisateurs en général. Mais il existe d'autres types d'acteurs. Par exemple, on peut prendre si une fonctionnalité de notre application doit être développée ou appelée par une tâche automatisée, on va dire une newsletter ou nettoyage de fichiers, alors l'acteur de cette fonctionnalité sera le système qui permet d'automatiser cette tâche. Dans d'autres cas, si notre application est amenée à être appelée par d'autres programmes, par exemple via une API, ceux-ci seront représentés par des acteurs. L'acteur est souvent lié à une fonctionnalité de connexion qui peut être différente d'un acteur à un autre. Un formulaire pour les utilisateurs, un token de connexion pour les API, etc. Identifier les différents acteurs, ça permet donc de définir les différents accès à mettre en place. Les acteurs sont représentés par des bonhommes, entre guillemets, bâtons, ceux que l'on fait en maternelle, et sont placés sur le côté du diagramme. Pour cela, voici un petit exemple, comme on peut le voir ici. Donc là, sur notre application, si elle est destinée à être utilisée par des utilisateurs, mais que certaines fonctionnalités vont être appelées par une tâche automatisée, alors le diagramme de cas d'utilisation va posséder 2 symboles. Ici, les utilisateurs, les tâches automatisées. Ensuite, si un acteur a accès aux mêmes fonctionnalités de base qu'un autre, il est possible de définir une relation de généralisation entre les acteurs, qui est symbolisée par une flèche à pointe triangulaire fermée. Ainsi, dans une application où un administrateur possède les mêmes fonctionnalités de base qu'un utilisateur normal, mais également a accès
a des fonctionnalités qui sont propres, il est possible d'établir la relation suivante ici. C'est-à-dire que l'utilisateur a, par exemple, accès à la page d'accueil, juste la page d'accueil. L'administrateur a accès à une page d'accueil et de gestion, donc il va hériter de l'accueil et avoir la page de gestion en supplément. Les cas d'utilisation, les fonctionnalités visibles par les acteurs. Un cas d'utilisation, ça représente quoi? Ça représente une fonctionnalité de l'application qui va être liée à un acteur. Chaque cas d'utilisation va être représenté par une ellipse contenant une courte description de la fonctionnalité. Le cas d'utilisation ou les cas d'utilisation sont connus dans un système dont les frontières sont représentées par un rectangle. Si notre application possède des parties indépendantes les unes des autres, il existera plusieurs systèmes différents. Voici un petit exemple. On va prendre une application de blog. C'est ce qui est très couramment donné comme exemple. Les utilisateurs peuvent poster des commentaires, normal, changer leur photo de profil. Toutes les semaines, une tâche automatisée va également envoyer une newsletter à tous les utilisateurs. On peut représenter ainsi ce qui vient d'être mis. Ça peut être poster une photo, poster un commentaire, changer sa photo de profil, décider que le thème de ce que l'on voit nous, c'est un thème sombre plutôt qu'un thème clair. Ça, c'est l'utilisateur qui peut décider de paramétrer. Et ensuite, une tâche automatisée, ça peut être envoyer une newsletter, tout simplement. Voici un exemple pour les relations entre les fonctions. Donc là, on a les relations entre les fonctionnalités également qu'il faut prendre en compte. En plus de pouvoir relier les acteurs à des fonctionnalités, c'est également possible de relier deux fonctionnalités entre elles. Il existe trois types de relations principales, les inclusions, les extensions et les généralisations. Donc, on va venir sur les inclusions. Donc, pour ce faire, ici, comme on peut voir, on a le include. Ça permet de définir une dépendance forte. La fonctionnalité include doit être réalisée en amont pour que les autres puissent être appelés. Cette relation est symbolisée par une flèche pointillée portant le label include, comme on peut le voir à l'exemple. Si un site de vente en ligne, la fonctionnalité mettre dans le panier doit inclure se connecter, si on souhaite que l'utilisateur soit identifié au moment où il fait ses achats, comme on peut le voir là. Les extensions. Donc les extensions, au contraire des inclusions, ça va permettre de définir une dépendance faible. Si une fonctionnalité en étant une autre, cela signifie qu'elle pourra potentiellement être appelée lorsque l'autre sera exécuté, mais pas nécessairement. Cette relation est symbolisée par une flèche pointillée portant le label Extend et par la création d'un point d'extension dans le cas d'utilisation qui permet d'attribuer un nom à chaque extension. La liste des points d'extension doit être précédée par le titre extension point. Chaque relation d'extension peut être accompagnée d'une note qui va indiquer à quel point d'extension elle fait référence et la condition d'exécution du cas d'extension attendu. Au moment où l'utilisateur va devoir payer sa commande sur le site de vente en ligne, il va avoir la possibilité de rentrer un coupon de réduction. S'il a été rempli, il va falloir vérifier et appliquer la réduction nécessaire, comme on peut le voir. La relation entre cas d'utilisation, stéréotype, extension et généralisation. Il est possible d'utiliser une relation d'extension sans pour autant avoir de conditions ni de points d'extension. Ils sont parfois utiles pour préciser la relation, mais peuvent être omis si la relation de base est assez claire. Les labels include et extend sont appelés des stéréotypes. Leur rôle est d'expliciter la sémantique de la flèche pointillée qui symbolise une dépendance entre deux fonctionnalités. Ce sont deux stéréotypes les plus utilisés, mais bien sûr il en existe plein d'autres qui apparaissent dans d'autres diagrammes. Donc la généralisation, ça permet de préciser qu'un cas d'utilisation est une variante d'un autre. Le cas général peut aussi être substitué à sa spécialisation. La généralisation s'apparente au principe d'héritage des langages de programmation orientés objet et ça permet de créer
des cas d'utilisation généraux qui peuvent être précisés. La généralisation est symbolisée par une flèche pleine à la pointe blanche. Si on regarde un petit exemple, voilà ce que ça donne. Sur notre site de vente en ligne, l'utilisateur peut choisir entre plusieurs modes de paiement, comme sur tout site en soi, carte, virement, PayPal, etc. Il est donc possible d'avoir un cas d'utilisation général, payer la commande, et un cas spécifique de moyen de paiement. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le diagramme de cas d'utilisation est la base des spécifications fonctionnelles. Ça permet d'établir une liste de fonctionnalités et des acteurs qui y ont accès. C'est également possible de lier le cas d'utilisation entre eux avec 3 relations différentes. L'inclusion, l'extension, la généralisation. Les diagrammes de package. Le diagramme de cas d'utilisation, c'est très bien et très pratique pour détailler chaque fonctionnalité et leurs liens par rapport aux autres. Cependant, pour un projet qui possède un périmètre important, la grande quantité de diagrammes nécessaires pour tout décrire peut rendre les spécifications plus confuses et difficiles à lire. Heureusement pour nous, il existe un diagramme qui permet de prendre du recul par rapport au diagramme de cas d'utilisation, et ce, afin d'avoir une vision d'ensemble du projet, le diagramme de package. Le diagramme de package, ça permet donc d'organiser et structurer notre projet. Le diagramme de package, aussi appelé diagramme de package en anglais avec un K, comme on peut le voir ici, permet d'organiser des éléments, quels qu'ils soient, en les regroupant dans des ensembles appelés paquetages. Il peut aussi être utilisé dans de nombreux cas, mais on peut en distinguer 2 principaux. Regrouper des cas d'utilisation en différentes parties, afin d'avoir une vue d'ensemble de projet, et structurer les différentes classes qui sont issues du diagramme de classe. Ce diagramme a donc à la fois sa place dans des spécifications fonctionnelles, mais également techniques. Par exemple, les packages sont représentés par un grand rectangle surplombé d'un rectangle plus petit. Le contenu du package est indiqué dans le rectangle principal. Selon l'utilisation du diagramme, le contenu peut prendre des formes différentes. Une liste de classes pour les spécifications techniques ou une description pour les spécifications fonctionnelles. Tout comme les diagrammes de cas d'utilisation, les packages sont contenus dans un système et peuvent être reliés à des acteurs. Voici donc un exemple de ce que ça donnerait. Le site de vente en ligne possède plusieurs ensembles de fonctionnalités. La gestion de panier de l'acheteur, ajouter, supprimer des articles de son panier, vider tout le panier, sauvegarder le panier. La gestion des articles du vendeur, idem. Donc on ajoute, on supprime un article, on modifie la description, les photos et les outils d'administration. Visualiser le trafic du site, les statistiques, la charge du serveur. Le vendeur et l'administrateur ont accès à toutes les fonctionnalités d'achat. Donc là, on a 3 ensembles qui peuvent illustrer le diagramme. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que le diagramme de package peut regrouper des éléments dans des packages. Ça peut être utilisé pour toutes sortes de choses. Le plus commun, c'est les regroupements de cas d'utilisation et ceux de classe. Le diagramme d'activité. On a vu les cas d'utilisation qui sont un élément permettant de représenter une fonctionnalité dans son ensemble. Cependant, dans la pratique, une fonctionnalité, c'est souvent composé de plusieurs étapes successives, comme se rendre sur une page, remplir un champ de formulaire, appuyer sur un bouton de validation. Ça permet de modéliser ces étapes. On utilise le diagramme d'activité. Le diagramme d'activité, c'est un diagramme qui permet une décomposition en étapes d'un cas d'utilisation. Il est utilisé pour décrire le processus de résolution d'une fonctionnalité complexe, afin que le client et l'équipe de développement puissent visualiser précisément son déroulement. Un diagramme d'activité, c'est composé de différents nœuds. Chacun va représenter une étape
et va être lié à un autre par des transitions. Voici les nœuds de base. Donc, un diagramme d'activité, c'est composé de au moins 3 nœuds de base. On a le premier nœud, ici, le nœud initial, qui est représenté le point de départ de la fonctionnalité. C'est un petit cercle noir. Le second, c'est le nœud de fin d'activité, qui est symbolisé par le point d'activité de cas d'utilisation. C'est identique au nœud initial, mais il possède un contour noir supplémentaire. Et ensuite, on a le nœud d'action sous la forme d'une ellipse contenant une courte description de l'étape. Pour se déplacer d'un nœud à un autre, il faut utiliser des transitions qui sont représentées par des flèches. Les transitions vont servir à définir l'ordre des différentes actions. Un nœud initial ne peut avoir qu'une seule transition sortante. Un nœud de fin ne peut avoir de transition sortante. Et aucune action doit avoir une seule transition entrante et une seule transition sortante. Si cela rend le diagramme plus clair, il est possible de mettre plusieurs nœuds en fin d'activité. Voici un premier exemple. Donc, sur un site de vente en ligne, un utilisateur va décider d'ajouter des articles dans son panier. Jusque-là, rien de compliqué. Ce cas d'utilisation, ici présent, peut être découpé en plusieurs étapes. Affichage de la page de l'article, le clic de l'utilisateur sur le bouton ajouter au panier et l'ajout de l'article dans le panier. Donc, voici ce que cela donne en soi. Le nœud de décision. Certains cas d'utilisation peuvent avoir plusieurs scénarios disponibles pendant leur exécution. On va reprendre notre exemple de site de vente en ligne. Et on va lui ajouter une étape. L'article que l'on met dans le panier doit être en stock. C'est logique. S'il n'est pas en stock, on ne peut pas le mettre dans le panier. À la rigueur, on pourrait le mettre dans une file d'attente en attendant qu'il revienne en stock, mais on va parler du principe qu'on ne peut pas le mettre. Il va donc falloir vérifier si l'article est disponible, ce qui va diviser notre diagramme en deux cas. S'il est disponible, alors on l'ajoute, sinon on affiche un message d'erreur. Donc voici. Pour illustrer donc la séparation dans un diagramme d'activité, on ajoute ce qu'on appelle un nœud de décision, sous forme d'un petit losange. Plusieurs transitions peuvent partir d'un nœud de décision. Il y aura donc une flèche de cas possibles. Chaque flèche doit être accompagnée d'un texte dans lequel on a les conditions pour utiliser la transition. On peut voir un nœud de décision comme un switch. Chaque transition sortante étant une case. Voici un exemple avec où on a rajouté notre nœud de décision. Donc les bifurcations et fusions. Il peut arriver que certaines actions du diagramme puissent se faire en parallèle, de sorte que l'ordre de leur exécution n'importe pas. Il est aussi possible de séparer un diagramme en deux branches, grâce à un nœud de bifurcation, puis de regrouper ces deux branches plus loin, grâce à un nœud de fusion. Ces nœuds sont symbolisés par un épais trait noir et la différence entre les deux est qu'un nœud de bifurcation ne possède qu'une transition entrante et plusieurs transitions sortantes, tandis qu'un nœud de fusion possède plusieurs transitions entrantes et une seule sortante. Le nœud de fusion va permettre d'attendre que toutes les actions en amont soient terminées avant de continuer. Sur le schéma, donc ici, comme on peut le voir, action 2 ne sera exécutée que lorsque les deux actions en parallèle auront fini leur tâche. Le nœud de bifurcation se différencie du nœud de décision par le fait que lors de bifurcation, toutes les actions seront exécutées, tandis que le nœud de décision ne choisit qu'une seule action selon les conditions. Dans le code donc final, les actions issues d'une bifurcation ne seront pas forcément exécutées en parallèle. Cela va dépendre des technologies qui sont utilisées, de l'environnement de développement du projet. La sémantique première d'une bifurcation, c'est l'ordre de ces actions. Et cela n'importe pas vraiment. Elles peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre, en parallèle ou non. Voici un petit exemple. En plus de vérifier si l'article est en stock, on doit également s'assurer que l'utilisateur
est actuellement connecté. Ces deux vérifications ne doivent pas forcément être réalisées dans un ordre précis. On peut donc utiliser la bifurcation pour réaliser un traitement en parallèle. Cependant, il va falloir attendre que ces deux vérifications soient effectuées pour pouvoir ajouter l'article au panier. Il faudra donc fusionner en amont cette action. Une variante, le diagramme état-transition. Il arrive que certains éléments d'une application se basent sur des états internes qui vont décider des fonctionnalités qui vont pouvoir être exécutées. Si on prend un exemple, on peut découper la vie d'une commande d'un site de vente en ligne en plusieurs états. Au panier, commander, expédier, annuler, terminer, etc. Tous les cas d'utilisation ne seront pas accessibles à tous les états. Et c'est l'exécution de certaines fonctionnalités qui fera passer la commande d'un état à l'autre. Cet enchaînement d'états peut parfois être complexe, mais il existe un diagramme UML qui permet de clarifier ces interactions. Le diagramme état-transition. Le diagramme état-transition peut être vu comme une variante du diagramme d'activité. On y retrouve un état initial, un état final, des états et des transitions, qui utilisent le même symbole. Cependant, à noter, ces deux diagrammes ont des utilisations qui sont vraiment différentes. Plutôt que de se focaliser sur un cas d'utilisation, le diagramme état-transition va se concentrer sur une entité de l'application et décrire comment certaines fonctionnalités vont faire la transition entre ces états. Dans la pratique, cette différence est expérimentée par le fait que l'application permettant de passer d'un état à un autre est toujours indiquée sur la flèche représentant la transition. De plus, les nœuds de décision ne sont pas nécessaires. Un état peut avoir une transition liée à des actions différentes. Donc là, on voit un exemple de diagramme état-transition qui représente la vie d'un panier d'un site de vente en ligne. Ce qu'il faut retenir, le diagramme d'activité permet de préciser toutes les étapes permettant de réaliser un cas d'utilisation. C'est composé de 3 nœuds de base, nœud initial, nœud de fin d'activité, nœud d'action. En plus de ces nœuds, c'est possible de rajouter des conditions à des étapes grâce au nœud de décision ou de réaliser en parallèle grâce au nœud de bifurcation et de fusion. Le diagramme état-transition, c'est une variante du diagramme d'activité. Il permet de représenter l'évolution des états d'un composant de manière globale, plutôt que de se concentrer sur un cas d'utilisation. Le diagramme de séquence. Un cas d'utilisation qui implique diverses interactions entre les acteurs d'un système. Ces interactions sont parfois simples. Par exemple, un utilisateur qui demande à une page statique de s'afficher. Mais ça peut rapidement devenir compliqué. En effet, si on a une application qui devrait interroger un système externe, une base de données, une API, il peut arriver que les actions d'autres acteurs puissent être nécessaires à la réalisation d'un cas d'utilisation, comme la validation par un modérateur, par exemple d'un commentaire posté par un utilisateur sur un forum. Modifier ces interactions et utiliser un ordre d'exécution peut ainsi permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'un système. C'est pourquoi l'UML propose les diagrammes de séquence. Le diagramme de séquence, donc très simplement, c'est un diagramme qui permet d'illustrer pour un cas d'utilisation toutes les interactions entre les différents acteurs, comme l'utilisateur, l'application elle-même et tous les systèmes externes nécessaires. Ça permet d'avoir une vision détaillée de toutes les communications qui sont effectuées pendant l'exécution d'une fonctionnalité, et ce, dans l'ordre chronologique. Donc, les acteurs et lignes de vie. Le diagramme de séquence s'écrit sous forme de colonnes, une par acteur, et se lit de haut en bas. Contrairement aux autres diagrammes en UML, seul l'acteur principal, c'est-à-dire celui qui déclenche la fonctionnalité, est symbolisé par un bonhomme en bâton, comme on peut le voir là.
Les autres sont décrits sous forme de rectangles qui contiennent leur nom. Chaque acteur possède sa propre ligne de vie, qui est en ligne pointillée et permet d'exprimer un moment où les acteurs est actif. La période d'activité sont représentées par des rectangles pleins. À noter que l'utilisateur principal est toujours actif, puisqu'il commence l'exécution de la fonctionnalité et attend de recevoir la réponse finale. Donc voici à quoi ça ressemble, je vous laisse quelques minutes pour observer. Pour illustrer donc l'utilité d'un diagramme de séquence, on va reprendre notre exemple d'une application de géolocalisation simpliste. L'utilisateur a saisi une adresse et l'application va retourner des coordonnées GPS qui correspondent à cette adresse. Pour cela, l'application va se baser sur l'API, par exemple OpenStreetMap, qui est un service de cartographie open source. De plus, pour des raisons de performance, on va également stocker les résultats dans notre propre base de données. Ainsi, si la même adresse est demandée plusieurs fois, alors la requête utilisera l'API d'OpenStreetMap et insérera les résultats de base, et les autres ne feront que retourner le résultat précédemment stocké. Le cas d'utilisation qu'on a vu précédemment ici, ça met donc en scène 4 acteurs. L'utilisateur, qui est l'acteur principal, l'application qui va orchestrer tous les appels de l'API open source, et notre base de données. Les bases de notre diagramme va donc être ce que l'on voit ici. Maintenant, on va voir pour un message. Chaque acteur va communiquer avec les autres grâce à des messages représentés par des flèches accompagnés d'un texte, indiquant la nature du message. Ce texte peut être sous la forme d'une simple description ou indiquer l'appel à une fonction. Lorsqu'un acteur envoie un message à un autre, il attend généralement une réponse, qui peut soit être une valeur, soit un simple code qui indique que la requête a bien été effectuée. C'est symbolisé par une flèche pointillée accompagnée d'un texte qui décrit la réponse. Les deux acteurs deviennent alors actifs tant que la réponse a été générée, ce qui modifie l'apparence de leur ligne de vie en conséquence. Les pointillés sont remplacés par des rectangles pleins. Je vous laisse quelques minutes pour observer ceci. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va lister toutes les étapes de notre application de cartographie dans leur ordre chronologique. Donc en 1, qu'est-ce qu'on a? On a l'utilisateur qui va remplir un champ avec une adresse. Ça, c'est logique, donc la ville, ainsi que l'adresse, etc. Rien de compliqué. Ensuite, l'application va vérifier si cette adresse existe en base de données. Donc pour l'exemple, on prend le cas où là, elle n'existe pas. L'application va récupérer les coordonnées sur l'API OpenStreetMap. L'application va stocker l'adresse et les coordonnées en base de données. L'application va retourner les coordonnées à l'utilisateur. Voici ce que ça donne. Donc, je vous laisse quelques minutes pour observer et essayer de tirer vos propres conclusions. Très bien. On va continuer. Un diagramme de séquence ne représente qu'un seul scénario possible du cas d'utilisation. Donc, dans notre exemple, si l'on souhaite également illustrer le cas où l'adresse est trouvée en base de données, alors il faut réaliser un autre diagramme de séquence, comme on peut le voir ici. Il est cependant possible de combiner un diagramme d'activité et plusieurs diagrammes de séquence pour faire un diagramme global d'interaction. Ce diagramme permet de regrouper tous les scénarios en un seul diagramme en utilisant tous les éléments de logique de diagramme d'activité. Donc voici à quoi ça pourrait ressembler. Une variante, le diagramme de temps. Alors, le diagramme de temps, c'est une variante du diagramme de séquence qui se lie horizontalement, de gauche à droite, qui se concentre sur l'évolution des états de chaque acteur dans le temps. Contrairement au diagramme de séquence, le diagramme de temps utilise un axe temporel précis qui permet d'indiquer le temps d'exécution de chaque étape.
Le diagramme de temps permet de mettre en valeur les étapes qui peuvent nuire aux performances de l'application. Donc dans l'exemple ici, on peut voir que l'étape la plus longue est le traitement de la requête par notre API OpenStreetMap. Donc on peut imaginer que ce constat a mené à la mise en place du système de stockage des adresses en base de données. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le diagramme de séquence, ça permet de représenter les interfaces entre les différents acteurs des interactions, sont représentés par des messages. Un acteur envoie un message à un autre, puis attend la réponse, et ce diagramme permet de visualiser les communications entre notre application et les autres acteurs du système. Ça permet aussi de mesurer l'activité de chaque acteur. Le diagramme de temps, par contre, c'est une variante du diagramme de séquence qui met l'emphase sur le temps de chaque étape de l'exécution du programme. Donc, comme je l'ai dit ici, pour conclure, les diagrammes UML de comportement vont permettre de modéliser avec précision le fonctionnement d'une application du point de vue des utilisateurs, les interactions et les processus internes. Du diagramme de cas d'utilisation qui pose les bases de spécification fonctionnelle au diagramme d'activité de séquence ou de temps, chacun va apporter une vision complémentaire. Organisation de fonctionnalités, enchaînement des actions, communication entre les composants, etc. Bien utilisés, ces outils facilitent la compréhension partagée du projet entre clients et équipes de développement, tout en limitant les ambiguïtés et en assurant une meilleure planification. Alors là, on a parcouru rapidement les diagrammes. Je vous invite quand même à voir les vidéos que j'ai faites au sujet des diagrammes parce que forcément, c'est plus complet. Je prends le temps de détailler chaque diagramme l'un après l'autre. Là, c'est juste un résumé dans une seule vidéo.